Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante en direct de San Francisco. Jusqu'ici, la guerre c'était une affaire d'État. De grands industriels verrouillaient le marché, les ministères décidaient des budgets et les armées faisaient tourner la boutique avec des tanks, des missiles et des avions de chasse. Sauf que ce modèle est en train de voler en éclats. Aux US, les startups ont débarqué et elles ne demandent plus la permission. Anduril, Palantir, SpaceX, ces boîtes fabriquent des drones autonomes, envoient des satellites militaires, développent des IA capables d'identifier une cible et demain, peut-être que ce seront elles qui appuieront sur la gâchette. En Europe, les États ont décidé de jouer le jeu, ils injectent des fonds, lancent des programmes, promettent de faire confiance aux startups, mais la vieille machine bureaucratique a oublié d'enlever le frein à main. Maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Pendant ce temps, la guerre change. L'Ukraine nous a montré que la technologie dicte désormais le tempo des conflits. Les batailles ne se gagnent plus simplement avec des armes, mais avec des algorithmes. Alors, est-ce que cette révolution technologique va nous rendre plus puissants ou est-ce qu'elle ouvre la porte à un monde plus instable où la guerre devient un nouvel Eldorado pour les startups de la tech? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai rien compris. Tu veux lancer ta boîte façon Silicon Valley, mais t'as pas le temps ni l'envie de te battre contre l'administration française? Conto est là pour te simplifier ta vie d'entrepreneur. Quelle que soit la forme juridique de ton entreprise, Conto, c'est l'offre tout en un qu'il te faut pour te lancer. Accompagnement juridique pour ta création, dépôt de capital, compte pro avec outils de facturation intégrés, pré-comptabilité, tout est 100% en ligne. Et en plus, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est simple, rapide, efficace. On dirait que ça vient de San Francisco, mais non, c'est une start-up française et franchement, on les adore chez Silicon Carnet. Et on n'est pas les seuls. Une entreprise sur 5 choisit Conto pour la création de sa boîte. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, Alexandre Papa-Emmanuel, spécialiste des nouvelles conflictualités et expert de l'industrie de la défense. Salut Alexandre, bienvenue dans Silicon Carnet. Salut. Et puis tu as à côté de toi François Matins, qui est VP des affaires publiques dans une start-up tech dont tu ne m'as pas donné le nom. C'est secret. Ça s'appelle 22, il n'y a pas de problème. 22, ok, d'accord. Donc c'est pas secret. Et tu es aussi cofondateur de Defense Angels. C'est quoi? C'est un réseau de business angels qui a investi dans le monde de la défense, c'est ça? Exactement, c'est un réseau d'investisseurs privés qui s'intéresse au financement de start-up dans la défense. En France? En France. Super. Et vous êtes tous les deux enseignants à Sciences Po? Exactement, Ouais. sur l'industrie de défense. Écoutez, c'est super d'être là. On sera que 3 cette semaine, mais il y a beaucoup de choses à dire. On a une émission riche à vous proposer. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans le domaine de la défense. D'ailleurs, j'y connais pas grand-chose et je suis super content d'être avec des experts comme vous. Vous allez nous expliquer tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Silicon Carnet, faites-le, ça nous aide énormément pour les algorithmes. Vous avez juste un petit bouton à appuyer, c'est pas grand-chose et ça nous aide beaucoup pour Silicon Carnet. D'ailleurs, ce qui nous aide aussi énormément, c'est quand vous faites des commentaires sur les vidéos YouTube. Ça aussi, ça aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire vos remarques. Je vous réponds. C'est pas ChatGPT qui vous répond, c'est moi. Et j'espère que Alexandre et d'ailleurs François, vous viendrez faire un petit tour sur les commentaires pour répondre à nos auditeurs. Yes. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en courant, en faisant la cuisine ou dans votre voiture. C'est génial. Pensez aussi à mettre 5 étoiles à ce podcast dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et puis, si vous êtes vraiment fan de Silicon Carnet, rejoignez l'Hacienda. C'est la communauté des fans de Silicon Carnet. On a plein d'événements à Paris, à San Francisco. Il y en a un qui se prépare bientôt à Rennes avec le chapitre de l'Hacienda breton. Et puis, on a un WhatsApp privé où il y a plein de discussions. Ça arrête pas de discuter dans l'Hacienda et entre des gens super experts et on a une qualité de conversation géniale. Donc, c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast si vous aimez Silicon Carnet, c'est de rejoindre l'Hacienda. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï.
Cette semaine, donc, qui veut du travail, une belle opportunité. Ça se passe chez Exo Platform. C'est le pionnier français de la Digital Workplace. Je les connais bien, Exo. Bisous, Ben et Véronica. Depuis plus de 20 ans, Exo conçoit une solution open source, no code et sécurisée. Ils ont plus d'1 million d'utilisateurs et des clients prestigieux comme l'Elysée, l'INRIA ou la région Occitanie. Bref, c'est du solide. Et aujourd'hui, ils recherchent un ingénieur d'affaires capable de détecter les opportunités, piloter leur cycle de vente et accompagner les entreprises et les institutions publiques dans la mise en place de cette Digital Workplace. J'ai mis toutes les infos dans la description de l'épisode. Alors je le disais, moi je suis pas du tout expert, François, de ce monde-là. Pour moi, le monde de la défense et la défense tech, c'est un truc un petit peu poussiéreux. Pour moi, l'innovation dans militaire, c'était un peu l'apanage des États. On avait des grands industriels comme Lockheed Martin, Boeing aux États-Unis ou Dassault en France qui développaient des technologies en réponse un peu à la commande publique avec un cycle, en gros une menace, un contrat, un développement et une livraison qui souvent intervenaient des décennies plus tard. Mais ce modèle, comme je le disais en introduction, il est en train de voler en éclats. Aux États-Unis, je le vois, on en parle tout le temps dans la presse, il y a une réduction des budgets militaires qui a été un petit peu forcée par le Pentagone et qui, je pense, va continuer sous Trump. En gros, qu'est-ce qui a changé là, François, dans ce monde de la défense tech? Ouais, il y a eu une petite révolution là sur les 10 dernières années où il y a eu la conjoncture de plusieurs choses. Le premier, tu as une contrainte budgétaire qui a touché tous les départements aux États-Unis et dont le DoD. Donc Department of Defense. Excuse-moi, le Pentagone. Et donc on a dit aux gros industriels, bon les gars, là où vous gaviez pendant des années, c'était open budget, là maintenant, on va faire sous budget contraint. Deux, t'as une rapidité. Ça date de quand, ça, François? Ça c'est années 2000, enfin années 90, voilà, c'est à l'époque Clinton, comme le disait Alexandre. Donc il y a vraiment cette logique-là de se dire bon, la menace elle est toujours là, mais on va faire un budget un peu plus contraint. Deux, t'as une rapidité et une explosion de l'innovation où les cycles d'innovation sont devenus beaucoup plus rapides, où là les industriels traditionnels se sont fait beaucoup plus se challenger par rapport à ça. Et ça engendre un troisième changement, qui est un changement culturel dans l'industrie militaire, notamment américaine, où il y a un basculement, où on a vu des grosses boîtes de big tech, des Google, des Tesla, des SpaceX, qui sont venus challenger des industriels traditionnels en disant, nous, on a une capacité à prendre des risques plus rapidement, on a capacité à s'autofinancer en levant des fonds, et donc, vous, les gars, les dinosaures de l'industrie de défense, on va vous challenger, on va montrer qu'on peut répondre à un besoin du Pentagone. Et donc, tu mélanges tout ça, tu vois que sur les 10-15 dernières années, il y a une petite révolution qui se fait avec des dinosaures qui sont là et ils seront toujours là, mais qui sont énormément challengés de plus en plus par des nouveaux acteurs de la tech. Alors, les dépenses, ça reste colossal aux États-Unis. Je montre ce graphique. Là, le chiffre que j'ai, il date de 2024. C'est 874 milliards de dollars. C'est pas d'ailleurs le premier budget. Les gens pensent souvent en Europe, quand on parle des États-Unis, on pense que la défense c'est le premier budget de l'État américain. Non, c'est Social Security, le premier. C'est 1,46 trillion de dollars. Mais effectivement, la défense nationale, 874 milliards, c'est le même budget que Medicare aux États-Unis. Ça reste colossal, Alexandre, comme budget. Ça reste quand même un des plus gros budgets d'investissement du monde. Et c'est vrai de loin, avec des sommes considérables qui sont engagées. Alors, vous avez évoqué cette disruption qui est en cours. Malgré tout, le monde jurassique, les dinosaures, ils ont encore de beaux jours devant eux parce que ces investissements, il est là pour armer des plateformes qui sont de plus en plus complexes, avoir des missiles. Mais c'est vrai qu'il y a de nouvelles tendances qui se mettent en place. C'est avec la numérisation en fait de nos environnements, à nous de tous les jours, mais aussi celui des militaires, qui fait que il y a une place pour de nouveaux acteurs. Il y a une vraie bataille en ce moment pour aller capter cette manne. Et c'est vrai que depuis 20 ans, il y a eu une première rationalisation des acteurs industriels, ce qu'on a appelé le Last Supper, ce moment où sous Bill Clinton, on a réuni les industriels de défense en disant il y aurait moins d'argent et donc je vous invite à vous regrouper.
parce qu'on pourra pas nourrir tout le monde. Et donc, il y a eu ces grands acteurs que tu as évoqués en intro, Lockheed Martin, Raytheon et consorts, qui sont devenus des gros conglomérats et qui vont capter cette manne-là. Et donc, certains acteurs se sont dit, mais en fait, il faut qu'on aille challenger ça. Et en réponse à ce Last Supper, cette scène, les acteurs de la DevTech invoquent un first breakfast, un retour à l'innovation en disant que ce monde-là n'a pas été très réactif et que il y a des disruptions qui sont en cours avec les drones, avec l'environnement numérique, le cloud, le new space, et que ce monde-là en fait est plus actif à l'extérieur du Pentagone qu'à l'intérieur. Et donc il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter. Et après la weaponisation des technologies civiles qu'a évoqué François, le cloud qui est rentré à la CIA en 2016 et puis au Pentagone plus tard, avec l'arrivée des drones, l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a des acteurs d'un nouveau monde qui sont en train d'offrir des capacités militaires, et il y a eu une arrivée en fait du capital pour essayer de disrupter un des derniers secteurs qui n'était pas en fait, à côté de la santé, des transports. Les barbares attaques, c'est ça. Oui. Les barbares. Et c'est intéressant là, ce que tu dis, Alexandre, parce que ça correspond en fait à un modèle très Silicon Valley on en parle souvent dans Silicon Carnet de bundle, unbundle. C'est-à-dire que là, ce que tu décris avec Bill Clinton, c'est grosso modo, on a réuni les acteurs et on leur a dit, bon, il faut que vous vous consolidiez pour rationaliser les budgets. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, donc c'est le bundle, consolidation. Et puis à nouveau un unbundle. On serait là depuis une dizaine d'années, dans une logique de unbundling où il y a des nouveaux acteurs qui viennent challenger cette consolidation. Et donc, on a à nouveau une dispersion, une fragmentation avec des acteurs. Maintenant, si on regarde le budget des US par rapport, j'avais envie d'avoir votre point de vue là-dessus par rapport aux autres nations. Donc là, j'ai un autre chiffre, 968 milliards en 2024. Je sais pas, ça peut-être que ça prend d'autres budgets que celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, c'est le premier budget mondial. On le voit, le graphique, il est juste impressionnant quand on le met comme ça. Le deuxième budget, c'est la Chine avec 235 milliards de dollars. Je le dis pour les gens qui nous écoutent en podcast. La Russie, 146 milliards de dollars. Suivi de l'Allemagne, 86 milliards. L'Europe, la France, 64 milliards. On est comment en Europe, là? On est à bicyclette ou non, c'est, ça tient, on tient la route, Alexandre? En fait, on est loin d'être en bicyclette. C'est vrai que on a dû développer une certaine innovation en faisant avec des budgets contraints, ce que les Américains ne faisaient pas. Et on a lancé une économie de guerre, aussi un réarmement, une prise de conscience finalement que l'Europe ne pouvait pas dépendre que du parapluie américain, qu'il fallait prendre son destin entre les mains. Et donc, il y a eu un réarmement très récent des Européens, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France aussi, qui depuis maintenant 7 ans est en train de monter les marches complexes à monter budgétaires et en train de se réarmer pour pouvoir être autonome avec toujours des acteurs historiques et forcément, avec un peu de retard avec les Américains, c'est toujours un peu le cas en Europe, des nouveaux acteurs émergents qui essayent aussi de partir à la conquête de ces budgets militaires qui sont en croissance en se disant on a une opportunité. Et donc, il y a à côté des Palantir, Anduril que tu as mentionné, il y a aussi des acteurs européens qui vont essayer de s'imposer, que ça soit dans les drones, l'algorithmie ou aussi les nouveaux capteurs, pour offrir en complément aux acteurs du vieux monde une nouvelle alliance finalement aux end-users, avec toujours ce même mojo, qu'on soit en Europe ou qu'on soit aux États-Unis, c'est essayer d'être en direct contact avec l'utilisateur final et d'éviter qu'il y ait un intermédiaire finalement, une agence qui vient de lancer un appel d'offres, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, qui vient faire des requirements, qui vient exprimer un besoin, et que finalement, en mode push, je mets un produit sur la table, ces nouveaux acteurs viennent complètement renverser le rapport de force en disant... On n'attend plus simplement la commande publique, on fait des propositions, on fait des innovations, et on espère que les États achètent nos produits qui sont déjà sur la table, on n'attend pas que ce soit eux qui nous les demandent. Il y a des nouvelles entreprises, Anduril, Palantir, SpaceX, qui effectivement, comme tu le dis, n'attendent plus de répondre aux besoins de l'armée. Elles imposent pas simplement des produits, mais aussi leur propre vision de la guerre. C'est assez impressionnant parce que là, je parle d'Anduril. Je sais pas si c'est une entreprise dont on parle beaucoup en France. Ici, on en parle beaucoup. Elle est assez connue, mais même du côté du grand public.
Alors Anduril, c'est une société qui développe des systèmes autonomes de défense. Et je vous propose de regarder là le clip de recrutement de Anduril. Il est incroyable ce clip. En fait, alors ça s'appelle Don't Work at Anduril. C'est en gros, ne venez pas travailler chez Anduril. Vous allez voir, ça fait un peu peur de le dire, mais c'est très drôle en fait. Et c'est un message qui est des RH de Anduril. Regardez ce petit clip et on revient tout de suite pour le commenter parce que là, c'est pas simplement des innovations, c'est aussi un état d'esprit, un mindset complètement différent qui est imposé par des boîtes comme Anduril. I've been at Anduril for, 3 months now? It's not the typical tech job I was expecting. My last 9 to 5 was more like an 11 to 3, and I was working remote. Here, you come into the office every day, and they have you doing actual work. Where are the nap pods? And everyone's going on about the mission. It's like they're literally obsessed with America. But I'm pretty sure this coffee is Italian. Alors on vient de voir ce clip, pas en intégralité. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Allez le voir parce que il vaut son pesant de cacahuètes. Il s'adresse à qui ce clip, François? Ce clip, il s'adresse à tous les gens qui sont plutôt dans la Silicon Valley, qui sont pas pro défense. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait une énorme vague dans la tech dans la Silicon Valley où quand Google ou Microsoft étaient positionnés sur des marchés du Pentagone, il y avait une vague de protestations. Des grèves. Exactement, des grèves, des strikes, ce qui était assez nouveau. Exactement. Ouais, c'est ça. Là, alors avec Trump, il y a clairement un retournement et on a vu que les grosses boîtes de la tech ont un peu retourné leur chemise hawaïenne. Oui, mais pas les salariés. Les salariés, on le dit souvent dans Silicon Carnet. Il y a un retournement, bien évidemment, opportuniste des grands patrons de la Silicon Valley. Mais la base, c'est-à-dire les gens qui travaillent, et t'as raison de le dire, ce clip, il s'adresse à eux. Les gens qui travaillent dans ces startups de Google sont pas devenus des Trumpistes. Je rappelle qu'aux dernières élections, les démocrates ont fait 76% de résultats aux élections présidentielles dans les grandes villes de la Silicon Valley. Donc, effectivement, la base reste très progressiste, démocrate et anti-guerre, un petit peu. Mais là où c'est très fort, c'est que là, Anduril essaie de rendre cool la défense et donc du coup quand même des armes potentiellement létales. Et c'est là où il y a un énorme travail. Alors, tu pourrais faire ça aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, ce serait un peu plus compliqué, clairement. Mais Anduril, tu vois, tu mets un highlight sur Anduril, c'est passionnant parce que c'est une boîte qui, et je pense qu'on va en discuter après, faisait très peu de chiffre d'affaires il y a quelques années. Et là, il y a encore un mois, remplacerait potentiellement Microsoft pour un contrat à 22 milliards auprès du DoD, et ils disent voilà, moi ce qu'on appelait les dinosaures tout à l'heure, les boîtes d'industrie de défense traditionnelles, le discours de Palmer Luckey qui dit moi je suis prêt à vous remplacer pour moins cher et plus vite, c'est exactement le même mindset qu'a un Elon Musk il y a quelques mois en arrivant, même avant l'élection, a dit mais pourquoi on se casse la tête à acheter des avions de chasse, ça coûte super cher, on va arrêter d'avoir des pilotes de chasse et des avions, on va tout faire avec des drones. Et là, pour te donner, et je fais le lien avec ce qu'on disait juste avant sur le prix, un F-35, donc qui est ce qui se fait de mieux en avion de chasse aux États-Unis, ça coûte à l'unité, avec la maintenance comprise, 73 milliards de dollars l'unité. 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 Et il y a des mecs, il y a quelques temps, s'étaient amusés à faire le calcul. Sur 40 ans, un F-35, ça coûtait plus cher que son poids en or. Donc, pour te dire le rapport que ça peut avoir, et donc là, ça se fait disrupter fort par des nouveaux acteurs qui disent laissez-nous notre chance. Vous allez voir que nous, en levant des fonds, on peut investir fort. On n'a pas besoin d'attendre la commande publique pour se lancer dans des choses. On va pouvoir répondre à un besoin, voire vous créer un besoin que vous, le Pentagone, vous aviez pas vu arriver. Sur les F-35, quand ces startups là disruptives viennent et disent ou Musk quand il dit on va arrêter de faire des F-35 et on va les remplacer par des drones,
c'est crédible sur un plan tactique et technologique? Ça fait partie d'un narratif là. Ce qu'on évoque en fait, c'est une nouvelle façon d'appréhender ce secteur de la défense, qui est un secteur qui a vécu caché pendant longtemps, un peu honteux, qui a très rarement communiqué, qui n'a pas utilisé les nouvelles façons de communiquer, ni pour avoir de l'impact au public, ni pour convaincre, et encore moins pour recruter. Et donc en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un narratif, une façon d'être cool, comme tu disais François, en utilisant des codes que personne n'utilise pour justement sortir de la masse, quitte à surjouer une cool attitude. Mais derrière, il y a quand même une philosophie en fait. La vraie philosophie qui se cache derrière, c'est celle de la disruption. C'est dire vos marges sont ma chance. C'est dire là où vous parlez pas, moi je vais parler. Et d'acculer en fait. On a utilisé le terme de jurassique, d'essayer de dire le vieux monde est obsolète et ne nous prépare pas en fait à affronter ni les Russes ni les Chinois. Alors la DevTech est en train de revoir un peu le discours. Avant, les Russes faisaient partie des méchants. Maintenant, avec Trump, ils sont en train de voir le discours et le positionnement de façon un peu opportuniste. Mais derrière, en fait, qu'est-ce qui se cache? C'est quand même un lien entre une certaine et un certain échiquier politique, qu'on le veuille ou non. Il y a une couleur politique derrière cette façon de pouvoir être un entrepreneur de la défense. Je rappelle juste que Stéphane Trey, qui est un des cofondateurs d'Anduril, on en parle moins, puisque celui qui prend la lumière... C'est Palmer Luckey, ouais. Oui, c'est Palmer Luckey. Ouais, il parle du cofondateur. Ouais, de Stéphane Trey. Il fait partie, en fait, de l'équipe de transition de Trump quand Trump arrive au pouvoir en 2016. Oui, bien sûr, c'est les républicains. Ouais, et il est lié à Peter Thiel, qui est dans Founders Funds, où il est associé. Et au moment de la levée de fonds, en fait, de Founders Funds, le 6e fonds, il demande, du coup, à Lauren Gross, qui est la directrice d'opération et qui est en train de lever 1,3 milliard, de faire tomber, en fait, la barrière et la ligne rouge de investir dans le monde de la défense. Et ça devient, du coup, un appel d'air. Et en fait, en rendant tout ça cool et en étant en lien avec les moyens modernes de communication et avec une certaine élite politique, il crée une brèche pour pouvoir s'y introduire. C'est un phénomène très intéressant, mais c'est aussi un phénomène qui montre que les outils de communication et une sorte de guerre cognitive est importante. Et on parle de Palmer Luckey, c'est cette figure emblématique. C'est vrai que si je pose la question qui est le patron de Lockheed Martin, moi je sais même pas vous donner son nom. Quel est le patron, même Boeing, je sais plus, je sais pas qui c'est. Alors que effectivement Anduril, tout de suite on va penser à Palmer Luckey. C'était sa chemise hawaïenne. Sa chemise hawaïenne, je le montre là à l'écran. Le mec, il est en tongs. Il est assis à côté, enfin, on le voit là, debout, à côté d'un, je sais pas ce que c'est un drone maritime, je pense. Un sous-marin. Et il est en tongs. C'est ambiance Long Beach. On se croirait en Californie avec la planche de surf qui doit être pas très 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 loin. Ce Palmer Luckey, c'est l'ex-cofondateur de Oculus, rien à voir avec le monde de la défense. Et effectivement, son projet, ça a été d'appliquer. Non, il y a quelque chose à voir avec le monde de la défense. Ouais, justement, il vient de récupérer le contrat de Microsoft. Et oui, il applique son expertise dans le domaine de la réalité augmentée au monde de la défense. Mais bon, Oculus, c'était quand même pas une boîte de défense. C'était fait pour l'entertainment. C'est ça ce que je voulais dire. Mais effectivement, c'est ça. C'est appliquer au monde de la défense les méthodes de la Silicon Valley, tester vite, itérer en continu, imposer des solutions plutôt que de répondre à des appels d'offres. C'est vrai que là, on a un changement de ton qui est assez spectaculaire. Mais t'as raison, c'est aussi une vision de la guerre. C'est-à-dire que la guerre demain, elle sera faite par des robots autonomes, elle sera faite par les algorithmes. C'est aussi imposer un narratif. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement être cool, c'est aussi avoir une vision de ce que sera la guerre demain. Et forcément, sur l'incarnation personnelle et sur cette vision-là, les acteurs qui sont des acteurs plus traditionnels n'ont jamais pris ce risque-là. Ils sont paumés. Ils ressemblent effectivement à des dinosaures, comme tu dis, Alexandre. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Palmer Luckey pour voir à peu près, pour vous faire comprendre un peu le style du personnage quand il parle. C'est une vidéo TikTok. C'est assez drôle parce qu'il communique en fait sur TikTok, le mec. Et donc on regarde cette petite vidéo. C'est pour vous montrer à quel point le style de communication a changé dans ce secteur-là.
The best AI experts in the world are not inside defense companies. They are inside of companies like Facebook, like Google. Actually, I've lost people to Snapchat who are excellent. People laugh because they think it's just a funny, social media mustache emoji AR overlay app. They have excellent technologists, but all those excellent technologists are working on problems that I don't think matter all that much. The tech companies where all these people are not working on defense for a variety of reasons. Some of it's ideological. Most of that is a smokescreen for the executive intention, which is to preserve access to Chinese markets, Chinese capital, Chinese manufacturing. For example, Apple, they couldn't work with the DoD even if they wanted to because 95% of their manufacturing is in China. Alors François, tu le disais, Anduril, moi j'étais, quand je me suis plongé dans les chiffres, j'étais ultra surpris. En fait, cette boîte, en 2018, je monte là le graphique, faisait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. 2018, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et tu nous dis, elle vient de signer un contrat potentiellement, bon, c'est un contrat multi-annuel, pluriannuel de plus de 22 milliards de dollars. Donc ça y est, on a affaire à un mastodonte en l'espace de quelques années. C'est spectaculaire. Est-ce qu'on a l'équivalent en Europe? Est-ce qu'on a une start-up en Europe qui adopte un petit peu les mêmes codes que des boîtes comme Anduril et qui est en train de cartonner? Je sais pas, moi je connais pas du tout. Toi, tu es dans le domaine de la défense, tu regardes. Est-ce qu'on a l'équivalent, même plus petit, mais en tout cas dans le style, dans la progression, est-ce qu'on a ça? Clairement, dans ces proportions, non, parce que quand tu vois les chiffres, c'est des budgets qui sont totalement incommensurables et surtout des niveaux de levée de fonds qui permettent à Anduril d'investir et de s'endetter fort, parce qu'aujourd'hui, le poids de l'invest est pas équivalent. En revanche, oui, depuis quelques années, il y a des tentatives de boîtes et on peut prendre l'exemple qui a fait jurisprudence dans le milieu de la défense qui s'appelle Preligence, qui est devenu Safran AI. Depuis qui a été racheté donc par le groupe Safran, qui était dans cette logique-là de pouvoir. C'est le début de la fin, quoi, en fait, pour. Qui, en tout cas, une consolidation de l'écosystème. Et tu vois, alors, tu vois, est-ce que tu vois le verre à moitié plein, le verre à moitié vide? Le verre à moitié vide, c'est de dire, en fait, la boîte, elle a pas réussi à faire du Anduril, du coup, elle s'est fait racheter par un dinosaure, comme on les appelle. Et de l'autre côté, c'est de dire, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça permet d'être à une consolidation et de permettre à ce groupe-là d'innover de manière incrémentale via du M&A. Bon, encore une fois, les deux écoles se tiennent. N'empêche que en Europe, où il y a des tentatives, mais comme le disait tout à l'heure Alexandre, on arrive toujours avec un peu de retard sur la mentalité, sur la capacité à changer les codes. Et puis, faut en revenir aussi aux bases. Tu peux te permettre d'avoir ce discours-là parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as un track record passé qui te permet de jouer un peu ce rapport de force. Aujourd'hui, en Europe, c'est un peu plus sclérosé, c'est un peu plus compliqué de bouger les lignes. Donc, il y a des tentatives sur de la niche. Il y a des boîtes qui sont dans des startups qui sont liées au monde de la défense, mais clairement aujourd'hui, mais il n'y a pas de CEO en tongue encore. Il n'y a pas de CEO en tongue, clairement. Alors après, on va peut-être y arriver, mais je sais pas si Alexandre a des noms. Ça fait un modèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit il faut un Anduril en Europe, donc c'est vrai qu'il crée un précédent. Il y a eu quand même un investisseur avec Daniel Ek qui a fait fortune avec Spotify, qui a investi dans Helsing et qui a aussi cette ambition-là. Alors au début, qui était que dans le software et qui, force est de constater, avec le succès d'Anduril, part aussi sur ce bundle entre software et hardware. Et ils viennent de sortir une munition téléopérée. Mais ce que je disais juste, c'est que c'est vrai que ça arrive toujours chez nous avec un peu de retard et pas avec la même échelle. Ce que je dis aussi, c'est que c'est pas forcément le modèle qui est applicable aujourd'hui en Europe, compte tenu de la fragilité de notre écosystème, et que au-delà de cette ce qui marche aux États-Unis marche peut-être pas en Europe, c'est ça? Non, mais là-bas c'est c'est le capitalisme destructeur avec toujours des challenges et maintenant des bundles. Tu parlais de bundles. Lockheed Martin, ils partenaires avec Anduril, ils ont bien compris l'intérêt. Nous en Europe, il faut aussi qu'on arrive à avoir cette intelligence avec des grands groupes et des startups et qu'on arrive à hybrider un modèle qui est le nôtre avec, effectivement, tu l'as dit François, on n'a pas les mêmes sommes disponibles et donc il faut qu'on soit un peu plus intelligent que les autres. Alors, il y a d'autres acteurs, il y a ces dinosaures, Lockheed, Boeing aux États-Unis qui visiblement ont compris qu'ils étaient des dinosaures et comme tu dis Alexandre qui commence à faire des partenariats avec les nouveaux entrants. Et puis il y a ces nouveaux entrants qui sont des barbares. Mais aux États-Unis, il y a d'autres acteurs, c'est les GAFA, c'est Google, c'est Oracle, ces grosses boîtes de la tech qui sont pas en reste. Et d'ailleurs, parlons d'une figure mythique de Google qui est Eric Schmidt, qui a quitté Google depuis, mais qui aujourd'hui,
c'est quoi, François? Il est devenu marchand d'armes, Eric Schmidt. On a l'impression que c'est son projet maintenant. Il est full time sur l'industrie de la défense. Alors, est-ce que c'est une révélation ou est-ce que c'était quelque chose qui stratégiquement il voulait pas se positionner, soit pour des raisons internes ou autres? Enfin, sincèrement, c'est difficile à dire. En revanche, ils sont pas fous. Ça reste un entrepreneur. Ils voient que ça reste des sommes colossales où aujourd'hui il y a quelque chose à jouer pour des boîtes de big tech. Et puis c'est simple. Hein. Je te donne quelques chiffres. On en discutait tout à l'heure budget, mais aujourd'hui la R&D et les budgets d'innovation, ils sont dans des proportions, tu les vois, ils sont dans les boîtes de big tech. Amazon, en 2024, c'était 88 milliards d'investissements R&D. Google, c'était 45. Meta, c'était 38. Apple, c'était 30. Microsoft, c'était 25. Donc, tu veux tout ça cumuler, les boîtes de la tech sont capables d'investir en R&D des sommes qui sont, sur l'année dernière, quasiment 250 milliards. Donc, aujourd'hui, ces boîtes-là, elles se disent, moi, j'ai une puissance de frappe qui me permet d'investir. Soit parce que je gagne l'argent et j'ai des revenus, ou soit parce que j'arrive à lever des fonds, et je peux attaquer des marchés défense en étant très concurrentiel avec des technologies que je maîtrise issues du civil, que je peux, ce qu'on appelle en langage militaire, durcir. En gros, je reprends ma techno, je la repeins en kaki ou en bleu marine, et ça répond à un besoin qui répond aux besoins du Pentagone, et ça pour des coûts bien moindres et pour une agilité, et c'est là où il challenge énormément. Donc le positionnement d'Eric Schmidt, si tu veux, il est un peu dans le sens de l'histoire, de ce qu'on voit sur les dernières années, des boîtes de la tech qui se disent là où avant on avait peut-être des pudeurs à y aller pour différentes raisons, là maintenant on y va à fond, quoi. En fait, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit, parce que on pourrait penser que c'est juste un mouvement en fait du civil vers la défense, mais en fait, la défense, elle a compris aussi qu'elle avait un intérêt à regarder vers le civil. Et Eric Schmidt, il a été invité à faire partie, à présider en 2019 la commission de la sécurité nationale sur l'intelligence artificielle, quelque chose d'important. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et donc en fait, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vrai, François a raison, il y a des investissements importants. Et de l'autre côté, le Pentagone a compris qu'il y avait aussi une part de vérité qui était là-bas. Mais pourquoi ? Parce qu'on va capter du coup des budgets extérieurs, mais aussi on va diluer en fait la puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois attaquer le Pentagone, est-ce que je tape les serveurs de Google, d'Amazon, d'AWS, les satellites de SpaceX? Et on voit bien que la puissance, elle est diluée maintenant dans une sorte de monde où on n'a plus vraiment les frontières entre ce qui était régalien et ce qui est du monde civil. Et donc Eric Schmidt, il a été embarqué là-dedans. Et maintenant, désormais, effectivement, en Europe, il veut faire des drones, il veut armer, il veut écrire une page de l'histoire. Je vous propose justement de l'écouter, Eric Schmidt, et écouter ses propos sur justement pourquoi ce move dans le domaine de la défense tech et comment est-ce qu'il explique ça lui-même. Et justement, l'application de cette connaissance de l'intelligence artificielle, c'est son credo à Eric Schmidt, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le monde de la défense, et il pense que sa société est mieux placée que quiconque, en fait, et son expérience pour faire ce genre de choses. On écoute Eric Schmidt. And the idea basically is to do two things. Use AI in complicated, powerful ways for these essentially robotic war. And the second one is to lower the cost of the robots. Now you sit there and you go, why would a good liberal like me do that? And the answer is that the whole theory of armies is tanks, artillery, and mortar, and we can eliminate all of them. And we can make the penalty for invading a country, at least by land, essentially be impossible. Because I've been doing this for the last year, I've learned a lot about war that I really did not want to know. And one of the things to know about war is that the offense always has the advantage because you can always overwhelm the defensive systems. And the systems that I and others are building will do that. Because of the way the system works, I am now a licensed arms dealer. So computer scientist, businessman, arms dealer. Alors là, je comprends mieux peut-être pourquoi Eric Schmidt a passé beaucoup de temps en France ces dernières années. On l'a vu à côté de Emmanuel Macron, très présent dans tous les dîners officiels. On sait qu'il a investi aussi dans l'IA en France aux côtés de Xavier Niel et de Saadé. On sait que la France est le deuxième fabricant d'armes. Donc Eric Schmidt, c'est pas un philanthrope. En fait, peut-être qu'il essaye de positionner aussi sa société à côté du deuxième fabricant d'armes, comme il est en train de le faire avec le Pentagone, c'est ça ?
Aujourd'hui, ça reste quand même un monde et un club assez fermé. Disrupter la défense en Europe, c'est pas évident. Après qu'il ait des liens avec du coup certains acteurs qui sont des acteurs continentaux et qui comprennent, compte tenu du conflit ukrainien finalement en fait, que il se passe quelque chose et que il faut être présent. Oui, et c'est vrai que les acteurs de la disruption, que ce soit dans le monde de la cyber, des drones ou de la data, ont été les premiers à aller en Ukraine. Pourquoi ? Pour soutenir, bien sûr, par solidarité, sans doute aussi par nécessité, parce que le Pentagone leur a dit qu'il était de bon ton d'y aller, et enfin, parce que être sur le terrain, c'est collecter des informations, avoir un retour d'utilisation et des utilisateurs pour améliorer ses produits, et là, c'est pas du tout philanthropique. Et donc, ce que fait Schmitt, c'est aussi ça, c'est dire malheureusement ça reste un business et plus j'arrive à mettre en œuvre des boucles de plus en plus courtes, plus j'améliorerai mon produit et plus demain il sera efficace pour pénétrer d'autres marchés. Je pense qu'il y a derrière effectivement voir l'Ukraine comme malheureusement un terrain et une tragédie en fait pour l'Europe et le monde, et en même temps comme une opportunité malheureusement pour tester de nouvelles technologies et de nouvelles façons de faire avec des acteurs locaux. Il s'est implanté dans des pays baltes pour pouvoir produire ces drones. T'as déjà pensé à investir dans des chaises ou des bureaux ? Non ? Eh bien, c'est exactement ce que Enki te propose. J'adore cette startup. Leur modèle de mobilier par abonnement permet à des boîtes comme Kimono, BPCE ou même des hôtels ou des restaurants de s'équiper sans exploser leur trésorerie avec du mobilier neuf ou reconditionné. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'ils ouvrent aussi le financement de ces projets à des gens comme toi et moi via leur plateforme Enki Invest. À partir de 500 €, tu finances du mobilier d'entreprise avec un retour entre 7 et 8,5% et ton capital est garanti par Enki. Pour te lancer, c'est super simple. Tu vas sur enki.com/enki-invest et avec le code ENKICARNET, tu récupères 100 € de crédit offert pour ton premier investissement. C'est du concret, c'est rentable et j'ai mis tous les liens dans la description de cet épisode. Et justement, tu parles de l'Ukraine, Alexandre, tu me fais une transition parfaite. On a l'impression avec cette tragédie en Ukraine que la guerre ne ressemble plus à ce qu'elle était il y a 20 ans. C'est plus une question de supériorité en char, en avion, ou voire même en effectif. Souvent on disait une nation, elle était forte militairement par sa démographie. C'était essentiellement le critère essentiel. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'avec la technologie, ça redéfinit complètement le champ de bataille. Et on voit, moi j'ai noté 3 innovations en particulier qui, me semble-t-il, et encore une fois, je ne suis pas expert, changer la donne, mais c'est les drones, les satellites et l'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on détaille un petit peu ces trois innovations. Si on regarde les drones, François, on a longtemps vu les drones comme des outils de reconnaissance, mais aujourd'hui, c'est plus simplement des outils de reconnaissance. C'est devenu véritablement des armes autonomes. Ouais. Comment ça s'est passé cette évolution ? Ouais, clairement. Alors, pour refaire un peu en arrière. Alors là, les drones, c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Mais là, il y a c'est le conflit du Haut-Karabakh qui a eu il y a quelques années, qui a été vraiment un game changer, notamment avec les Turcs, qui ont fourni énormément de drones et qui ont changé le cours de cette guerre. Et là, vraiment où ça explose, c'est avec l'Ukraine, où clairement, aujourd'hui, on voit que les drones sont un game changer sur les combats. Et il y a plusieurs raisons à ça. Un, c'est qu'il y a une énorme maturité de la technologie civile, où on a clairement, les Ukrainiens récupèrent du drone civil pour les militariser, où ils récupèrent du DJI, qui customisent un peu, ils mettent une grenade en dessous et ils tuent. Ils arrivent à faire des dégâts très significatifs pour quelques centaines d'euros. Et là, je montre là une usine à drones en Ukraine. C'est de la bidouille, c'est de la bricole, quoi. C'est de la bidouille, mais du coup, tu fais une transition avec le fait que tu as une réduction drastique des coûts, où aujourd'hui, tu es capable dans une logique, et tu vois, qui est paradoxal, parce qu'on va dire low-tech, c'est-à-dire qu'avec une technologie à très faible coût d'entrée technologique, qui coûte pas cher, tu es capable de faire des dégâts très significatifs. Donc, du coup, tu peux envoyer des centaines de drones. Et après, il y a un autre côté aussi qui est non négligeable, c'est que on essaie l'acceptation de la perte humaine, notamment en Occident, est de moins en moins acceptée. Donc on se dit, on va essayer d'automatiser le plus possible les guerres de demain en robotisant,
en mettant de l'IA, en mettant de la cyber, parce que même si là l'Ukraine, et on parlera peut-être un peu chiffres tout à l'heure, c'est quand même pratiquement 1 million de morts cumulés des deux côtés, donc c'est assez impressionnant, mais on est toujours dans une logique en se disant les guerres du futur, il faut que l'humain soit le moins possible dans la boucle sur le terrain, donc le drone fait partie de cette tendance où il est plus facile à accéder, il coûte moins cher et il permet de moins exposer l'humain potentiellement. Alexandre, la guerre en Ukraine, 1 million de morts des deux côtés, c'est colossal, mais en même temps, si on compare à d'autres conflits traditionnels, c'est moins de morts grâce à cette technologie ou non, en fait, ça change pas grand-chose? Malheureusement, en fait, cette guerre, elle nous rappelle que, en fait, il y a des invariants. Elle est faite de tranchées, elle est faite de corps à corps, elle est faite de gens qui meurent. Pardon pour cette plongée dans quelque chose d'horrible. On est obligé d'en parler parce que c'est justement ce qui dénote avec le mec en chemise hawaïenne, quoi. Il faut, voilà, parce que le résultat, c'est quand même des morts. Et ça reste horrible. Et ça change pas. Et ça reste horrible. Et donc, ce qui change, par contre, c'est cette alliance entre ce que la guerre a de plus horrible et en plus de position, hein, c'est-à-dire que ça ressemble aux guerres précédentes, et en même temps, il y a ces drones qui viennent en fait contrebalancer le manque d'obus, qui viennent pouvoir faire un réseau de snipers, qui viennent parfois rôder autour d'une route, se lever d'un coup et aller frapper en reconnaissant de façon automatique, et qui viennent compenser l'absence de matériel, qui est un matériel qu'on utilise normalement quand on fait la guerre, et qui sont faits de missiles, qui sont faits d'effecteurs assez classiques et d'obus et d'artillerie. Et ben là, on va prendre des drones pour essayer de faire et de compenser ce manque-là, parce qu'il y a un manque aujourd'hui pour pouvoir affronter ce qu'est la guerre de haute intensité, où deux puissances s'affrontent et se neutralisent, avec des enjeux aussi qui sont ceux de la transparence. Tu as maintenant un réseau de capteurs que sont les satellites commerciaux qui viennent pouvoir montrer ce qui se passe derrière la colline, et tu vas avoir aussi tout le réseau cyber, les téléphones, les ordinateurs qui viennent synchroniser les effets. Et en fait, cette conjonction de technologie finalement civile, comme le disait François, aujourd'hui, elle se détourne pour pouvoir avoir des applications militaires. C'est ce qui fait vraiment le différenciant de cette guerre, avec des sédimentations. Finalement, le drone, ça vient de loin, mais il y a toujours eu cette volonté avec le fondateur du drone, Abraham Karim, qui était quelqu'un d'origine iranienne qui a fait ses études en Israël et qui a poussé du coup cette technologie de drone, et qui estimait qu'il n'arrivait pas à pouvoir la mettre en place, et qui est allé aux États-Unis, Eldorado du coup déjà à l'époque des inventeurs, et qui a poussé cette idée du drone Predator pour disrupter une économie qui était établie avec des avions et des pilotes d'avions. Et c'était le début de cette histoire de comment tu prends des technologies du civil et tu les mets dans le monde militaire avec cet enjeu de l'automatisation. Après, on a mis un missile dessus et maintenant on l'a miniaturisé. C'est assez époustouflant finalement, et parfois sidérant de voir comment toutes ces technologies sont à l'œuvre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nécessité, et puis aussi un esprit de débrouille qui se met en place des deux côtés, hein, que ça soit côté ukrainien et côté russe. Un côté russe aussi, hein. Et ça me fait penser à un truc, François, c'est que effectivement, si on a baissé le coût d'entrée, c'est-à-dire que ces armes, et on voit leur efficacité et leur puissance sur le champ de bataille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel groupe armé pourra s'équiper comme une armée régulière. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée, on parlait du prix du F-35. On n'en voit pas de F-35. Enfin, l'aviation, elle est complètement absente aujourd'hui du conflit ukrainien. On a l'impression de voir une bataille de drones essentiellement. Mais ça, c'est un peu flippant quand même de se dire que demain, des groupes terroristes ou n'importe quoi auront la même capacité. Parce que si c'est de la bidouille comme ça, c'est assez simple. Alors, simple, non, parce qu'il y a quand même, il faut quand même avoir une certaine maîtrise. Mais oui, clairement, le ticket d'entrée, à la fois financièrement et techniquement, il a rabaissé de manière drastique. Et tu le vois en Ukraine. Aujourd'hui, tu as quasiment une génération do-it-yourself où le mec était boulanger, le mec était menuisier ou était cadre dans la finance à Kiev. Et on lui dit bon maintenant tu vas être dans un bataillon drone, et les mecs comme t'as montré la photo, ils sont capables avec un tutoriel qu'ils ont trouvé sur YouTube et une petite formation à customiser du drone civil DJI, à le piloter, où ils ont une formation en quelques heures, à mettre un petit obus ou une grenade. Donc ouais, aujourd'hui t'as une accessibilité de tout ça qui est assez flippante sur certains aspects, parce que aujourd'hui tu te dis que
potentiellement n'importe qui pourrait le faire. Après, encore une fois, il faut avoir la volonté de le faire. Et tu vois, là, aujourd'hui, les menaces d'après sur la guerre, quand on dit du futur, faut se mettre avec le futur parce qu'il peut arriver très vite. C'est ce qu'on appelle les essaims de drones. C'est aujourd'hui, tu peux faire la lutte anti-drone, tu peux en arrêter 2, 3, 4, 5, 10, mais demain, tu pourras pas en arrêter 200, ouais. Exactement, tu lances un essaim de drone. Aujourd'hui, c'est très compliqué, pour pas dire impossible, de même si tu en arrêtes 100, et ben les 100 autres qui ont une petite charge, et ben ils sont capables d'aller délivrer sur un stade, d'aller sur un bâtiment critique, une centrale nucléaire. Et ça, tu te rends compte que maintenant, technologiquement, notamment avec les LLM, etc., tu es capable de créer des programmes. Oui, tu sais, quand on voit ces drones dans des certaines manifestations qui font des œuvres d'art et qui se coordonnent pour fabriquer des images dans le ciel, c'est la même technologie en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet cette coordination entre les drones redoutable. Sans citer le nom de la boîte, Carlos, sache que en France, la boîte qui fait ça, qui fait les spectacles de drones, c'est la même boîte qui travaille pour le ministère des Armées. Bien sûr. Bon, je ferai de la recherche pour retrouver le nom de mon côté. Mais c'est vrai qu'il y a deux mondes, pardon, ouais. Carlos, mais il y a deux mondes. C'est vrai qu'il y a ce nivellement par le bas, par la technologie, par la prolifération des technologies, et ce que certains appellent la technoguérilla. Mais ça a toujours été le cas. Ce qui est différent, c'est que maintenant, tu as des nouveaux acteurs qui disent, aujourd'hui, avec cette technologie disponible et ce l'ON comme tu l'évoques, il y a un nouveau marché, un marché de la masse finalement, qui est en train d'essayer de porter du coup Anduril et d'autres acteurs. Mais malgré tout, si tu reprends Zelensky, il a toujours demandé d'avoir des missiles longue portée, il a toujours demandé d'avoir des avions. La France vient de faire la dotation d'avions de combat quand même pour l'Ukraine, pour lutter contre les Sukhoi. C'est utilisé tous les jours. Et même s'il y a des drones, et donc je pense pas que ça soit en concurrence, mais plutôt en complément. Et il y a quelques jours, ça vient se rajouter. T'as un système de défense anti-aérien qui, avec des missiles, vient d'abattre un Sukhoi. Ce que je veux dire, c'est que tu viens rajouter en fait dans la grammaire de la production des effets sur le terrain juste une nouvelle capacité qui vient se superposer aux autres sans complètement les annuler, mais au contraire, celui qui gagne demain, c'est celui qui est capable de pouvoir l'orchestrer, et c'est là que le numérique et l'IA reprend du pouvoir. Mais je pense qu'on a toujours ces deux mondes qui désormais sont obligés de coexister, et les États sont en compétition maintenant pour pouvoir maîtriser ces deux environnements. Autre révolution, les satellites. Avant, là aussi, c'était le luxe des grandes puissances militaires. Aujourd'hui, on voit des entreprises privées, notamment comme SpaceX avec Starlink, qui ont montré, et encore une fois en Ukraine, qu'elles pouvaient jouer un rôle clé dans le conflit. Je vous montre là le tweet de Elon Musk au Premier ministre polonais, qui, grosso modo, lui parle un petit peu comme Trump a parlé à Zelensky dans le bureau ovale, où en gros le ministre polonais dit que SpaceX joue un rôle de trop prépondérant finalement, et que il ferait bien qu'on ferait bien de regarder un peu de plus près tout ça, et peut-être chercher de nouveaux fournisseurs. Et Elon Musk lui répond: c'est moi qui ai changé la nature de la guerre en Ukraine. Sans mon système Starlink, l'armée ukrainienne n'existerait plus aujourd'hui. Donc me faites pas chier, parce que sinon je switch off Starlink. C'est pratiquement ce qui est dit. Et il lui parle en lui disant Little Man, quoi. C'est en gros c'est pas enfin, est-ce que en Europe, face à ça, est-ce qu'on est trop dépendant encore des infrastructures spatiales américaines, ou est-ce qu'on a des alternatives plausibles? En fait, cette histoire, elle a commencé sur Twitter, elle finit sur X. Elle a commencé sur Twitter au début du conflit ukrainien, parce qu'en fait, la Russie, avant d'attaquer, elle a fait tomber en fait le réseau de télécommunications satellitaire qu'utilisaient les Ukrainiens avec une attaque cyber qui s'est après propagée. Et donc, il leur manquait une architecture pour pouvoir partager des ordres, échanger des messages. Et à l'époque, Fedorov, qui est le ministre du numérique, interpelle Elon Musk, ça s'appelait Twitter, et lui dit tu vas nous laisser tomber. Et tout de suite, Elon Musk répond en disant je vais t'envoyer du coup des moyens satellitaires. Et il y a eu un moment aussi fondateur dans ce conflit où il y a eu une attaque synchronisée sur un port avec des drones et avec
bateaux de surface qui étaient téléopérés, qui de façon synchronisée devaient taper la flotte russe, et Starlink a fait tomber le signal pour que cette attaque n'ait pas lieu. Alors depuis, Elon Musk dit ah bah c'est pas ma faute, je suis dans un cadre qui est très réglementé, c'est les Américains qui m'ont dit de le faire. Puis en même temps, je voulais pas non plus être à l'origine d'un conflit nucléaire. Mais on voit bien comment des technologies civiles qui sont utilisées sur le théâtre, elles peuvent avoir un effet décisif, parfois pour gagner une guerre, et parfois vous laissez en fait le levier dans un acteur privé qui peut débrancher ou pas le câble. Et donc effectivement en Europe, il y a une question, quelle est l'alternative? Et l'Europe a décidé d'investir avec des constellations du coup qui viendraient concurrencer Starlink avec Iris Carré. Il y a des acteurs européens, des Airbus, des Thales. On a une expérience avec Ariane et tout ça, on sait faire, on a une expérience de l'espace. C'est sur l'accès à l'espace, t'as raison. Après, il y a sur les télécommunications. Ariane qui a repris ses lancements avec succès d'ailleurs, ça marche quoi. Et avec quoi? Avec un satellite pour montrer que la France faisait confiance du coup dans Ariane 6. Elle lui a mis en fait le troisième satellite d'observation de la Terre militaire, satellite espion, pour justement montrer qu'elle avait toute confiance. Et donc on voit qu'il y a une guerre dans l'espace. T'as tout à fait raison, pour observer la Terre, pour aussi communiquer, et puis aussi observer l'espace, parce que les satellites se rapprochent de façon parfois étrange, et on voit qu'il y a des satellites qui se rapprochent d'un satellite de télécommunication pour butiner la communication, parfois pour le brouiller, et donc l'espace devient un vrai environnement où il y a de plus en plus d'acteurs privés, une guerre aussi pour pouvoir avoir. Ça, ce que tu veux dire là, c'est qu'on peut avoir un schéma à la Star Wars, c'est-à-dire que le conflit ait lieu aussi dans l'espace où des satellites vont se fighter les uns les autres. C'est ça ce que tu es en train de nous dire? Il a déjà lieu en fait. C'est déjà le cas. Il y a déjà des guerres pour pouvoir avoir accès aux orbites. Il y a des guerres pour pouvoir essayer d'intercepter des communications, pour les brouiller, pour perdre du signal. Il y a énormément d'objets qui circulent dans l'espace parce qu'ils ont été attaqués par un missile pour pouvoir faire pour démontrer. Il y a des missiles de la Terre qui vont détruire des satellites. Bien sûr. Les Chinois l'ont fait il y a quelques temps. D'ailleurs, ils s'étaient fait engueuler parce que ça avait diffusé des milliers de débris dans l'espace. Mais ils l'ont fait pour le montrer. Et puis à côté de ça, tu as aussi ce qu'on appelle des satellites butineurs. Donc, ils sont lancés uniquement pour aller s'accrocher à d'autres satellites, pour aller pomper de la donnée, pour voir ce qui se passe. Donc, c'est pas visible, on s'en rend pas compte, mais clairement là-haut, il y a déjà des missions. Alors pas forcément de destruction, mais à minimum de sabotage et de renseignement entre satellites. Waouh. Ok. Et l'Europe n'est pas en reste, tu l'as dit, l'Europe elle a des savoir-faire, on a parlé d'Ariane, on a parlé d'autres, et elle a fait une doctrine, notamment en France, sur l'action militaire dans l'espace pour dire on n'est pas naïf, nous aussi, on prend la mesure de ce conflit-là. Au-delà des compétences industrielles, on développe aussi des savoir-faire militaires. Il y a une coopération au niveau européen pour ne pas être en reste par rapport aux autres acteurs chinois, russes et américains, et être en capacité de pouvoir agir de façon autonome dans un espace qui est aujourd'hui contesté, que ça soit l'espace cyber, que ça soit l'espace des fonds sous-marins, ou que ça soit l'espace extra-atmosphérique. Ce sont des endroits où désormais la friction est opérante. L'intelligence artificielle, François, on a du mal à comprendre parce que nous, grand public, l'IA pour nous c'est ChatGPT et ça nous aide à refaire nos mails. Ça aide. Ou alors demander comment est-ce qu'on fait une omelette avec 3 œufs. Dans le domaine de la défense, c'est une arme redoutable. Ça permet de quoi cette intelligence artificielle? Comment elle est utilisée cette intelligence artificielle sur le théâtre des opérations? Tu peux la mettre à toutes les sauces, c'est-à-dire que t'as plusieurs niveaux dans ce qu'on appelle dans le militaire, ce qu'on appelle le stratégique, le tactique et l'opératif. Donc tu vois, on va sans trop rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, et ça Alexandre maîtrise parfaitement le sujet, c'est que aujourd'hui le sujet dans les armées, c'est pas le problématique des capteurs, c'est que aujourd'hui on a assez d'objets pour capter plein d'informations, des satellites, des radios, des interceptions, ce qu'on appelle le ROM électromagnétique. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on capte tellement de données qu'on n'arrive pas à la traiter. C'est-à-dire qu'humainement, on n'arrive pas à savoir comment qualifier. Il y a trop de data. Exactement. Ouais. Et donc c'est là où aujourd'hui l'IA est une partie de la solution, c'est d'être en capacité de récupérer, d'analyser l'ensemble de cette donnée pour en sortir de l'information qui devient du renseignement, pour pouvoir derrière avoir un bénéfice stratégique ou sur le terrain. Et donc pour te donner des exemples très concrets, c'est aujourd'hui récupérer
au hasard en Ukraine, sur un théâtre d'opération, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans une zone donnée, pour savoir s'il y a un pool de soldats russes, par exemple, on voit qu'il y a une activité de Twitter ou de télécommunications. Exactement, il se dit tiens, voilà, on voit qu'il y a un hotspot de télécommunications. Donc là, ça permet de faire ça. Ça permet d'analyser en temps réel des énormes quantités d'images satellitaires ou vidéo pour trouver exactement le bon véhicule. On se dit tiens, là il y a une concentration de chars russes qui sont là ou qui sont transportés sur un train. Donc ça veut dire qu'ils vont dans telle direction. Donc ça te permet de gérer, allier le big data, donc la gestion de l'ensemble des données et surtout de la traiter, de la qualifier pour en tirer un avantage sur le terrain. Et ça, tu peux le faire sur toute la donnée, ce qu'on appelle la donnée hétérogène. L'IA aujourd'hui est capable de l'analyser et de la retransmettre à un opérateur humain pour qu'il puisse prendre une bonne décision ou ne rien faire en fonction de ce que l'IA peut lui apporter. Donc aujourd'hui, c'est devenu quasi indispensable, mais là pareil. Ça, c'est une discussion qu'on a eue depuis des années avec Alexandre, qui est en première ligne depuis des années aussi sur le sujet. C'est que tu as aussi un changement culturel. C'est que tu dois avoir une transformation, une logique de changer tes habitudes de travail, même au sein du ministère des Armées, du DoD, etc. Où en gros, je te fais simple, mais tu passes d'une culture du mail et du fichier Excel, et du jour au lendemain, on te dit maintenant, tu vas appuyer sur un bouton, ça fait papa maman, et tu vas avoir un écran incroyable qui va te dire exactement tout ce qu'il faut faire. Cette transition, elle est pas si facile, mais c'est le sens de l'histoire. Mais justement, là, ce que tu dis, ce qui est très intéressant, François, c'est que maintenant, la data, on en a plein. On sait plus l'analyser en temps réel parce qu'il faut aller vite. Donc, ça veut dire que maintenant, l'IA prend des décisions. Alexandre, est-ce qu'on est dans une sorte d'automatisation de l'acte de guerre ou voire même de l'acte de tuer? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait encore des humains qui prenaient des décisions létales. Est-ce qu'on se dirige vers un monde où c'est, comme je le disais en introduction, l'intelligence artificielle qui va appuyer sur la gâchette? Écoute, j'aimerais bien te dire que ce monde-là, on ne le verra pas, mais malheureusement, le conflit en Ukraine, je crois, a ouvert une fenêtre dans laquelle, effectivement, il y a de l'automatisation, il y a de l'IA, et il y a dans les derniers mètres, quand l'environnement est brouillé, la machine va reconnaître une cible et va foncer sur cette cible, bien que le fil d'Ariane qui la relie à son pilote soit brouillé, et que donc les derniers mètres soient opérés par un algorithme qui a reconnu une forme, en l'occurrence un bladé russe. Et donc, si on tire le fil, et si on regarde aussi des dossiers de ciblage qui ont pu avoir lieu dans des conflits récents au Moyen-Orient, désormais, la machine est là pour réduire finalement la boucle de décision, pour aller plus vite, et parfois finalement pour que l'humain n'intervienne pas. Et c'est marrant en fait, ça ramène, je sais pas si tu connais ce film Wargame, qui est un film un peu fondateur où il y a un peu de tout dedans, des grands écrans qui du coup permettent des prises de décision, un jeune hacker avec son Hoodies qui trafique du coup ses notes. Et ce film commence en fait par quelque chose qui aujourd'hui nous fait tous peur. C'est ce moment où il y a deux officiers militaires de l'armée de l'air américaine qui sont dans un silo qui porte les missiles américains nucléaires. Et on leur demande d'appuyer sur le bouton. Ces deux agents ne sont pas d'accord et n'appuient pas sur le bouton. Et donc, du coup, le missile ne part pas. Le plan d'après, ils sont remplacés. Les fauteuils sont dévissés. Ils sont remplacés par un ordinateur, Whooper. Et en fait, ce mouvement un peu fondateur, cette crainte-là, elle était fantasmée il y a 30 ans. Aujourd'hui, malheureusement, elle peut devenir une réalité. Et c'est pour ça que les États doivent investir sur qu'est-ce que ça veut dire un usage éthique, qu'est-ce que ça veut dire remettre l'humain dans la boucle, comment on peut auditer un code d'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, la France est à la pointe. Au-delà d'avoir créé une agence pour pouvoir porter ces sujets-là, l'AMIAD, l'Agence ministérielle d'intelligence artificielle et de défense, avec cette prise de conscience que, au même titre que l'atome, l'algorithmie, l'IA, désormais peut être un game changer, comme tu le disais, François, sur le théâtre d'opération. De l'autre côté, ils ont créé aussi un conseil scientifique et d'éthique pour donner un peu quelles étaient les guidelines. Et en fait, il faut que les démocraties aujourd'hui occidentales n'aillent pas vers ce qu'on craint tous, c'est finalement des systèmes autonomes et létaux qui prendront des décisions tout seuls. Le problème là-dedans, si tu veux, c'est qu'on est peut-être les seuls à avoir cette éthique-là et
encore heureux qu'on l'ait, quoi. Mais comment est-ce que cette éthique et tu vois le dévissage là du fauteuil dont tu parlais dans Wargame, est-ce que c'est pas notre dévissage à nous, quoi? C'est-à-dire que je te prends un exemple très simple, Carlos. Il y a quelques années, pour des raisons, la Chine et les États-Unis auront le même pour des raisons éthiques, il y a quelques années, la France avait refusé d'avoir des drones armés. On s'est dit non, ça fera que de la reconnaissance et du renseignement. Ouais. Et donc en fait, on s'est vu que sur la table d'opération, tout le monde avait des drones armés. Et du coup, la France, elle s'est dit bon, c'est quand même un peu con qu'on ait des drones et qu'on les arme pas parce que ça apporte une vraie plus-value. Et donc du coup, la position, la doctrine d'emploi de la France a changé. Et avec quelques années de retard, donc tu vois, le temps que tu remettes en puissance, c'est un peu compliqué. Et ben on a eu des drones armés. Donc c'est vrai que on repousse toujours un peu les limites. Et je reviens sur ce qu'a dit Alexandre juste avant, juste pour l'anecdote. Il a cité l'AMIAD, donc l'agence ministérielle pour l'IA de défense. L'intelligence artificielle. Le directeur, c'est quelqu'un, donc Bertrand Gontpierre, qui vient de Google DeepMind, qui a été recruté de Google DeepMind, et alors qui vient du monde de la défense, qui a été par Google DeepMind. Mais si tu veux, c'est intéressant de voir le passage, même en France, on commence à arriver à des passages entre boîtes de la tech, même s'il est ingénieur à la base, proche du monde de la défense. Je me posais la question des effets psychologiques de cette distance sur les soldats. J'aimerais bien qu'on en parle parce que si tuer via un écran comme dans un jeu vidéo devient la nouvelle réalité, qu'est-ce que ça change dans le rapport à la guerre? Parce que là, je vous montre une image. C'est ça aujourd'hui. C'est des gens avec des casques de réalité virtuelle qui sont à distance, quelquefois à des centaines de kilomètres du théâtre des opérations. Qu'est-ce que ça change, ça, la question, elle est pas nouvelle, hein, et je te laisserai après Alexandre, mais je te reprends un exemple, c'est pas nouveau. Dès l'Afghanistan, quand il y avait les drones, où vraiment il y a une montée en puissance de l'utilisation des drones sur le théâtre qu'il y avait en Afghanistan, les pilotes de drones américains étaient basés en Floride. Donc les mecs, ils partaient de chez eux, ils allaient sur leur base à côté de Miami, ils pilotaient leurs drones, donc ils dronisaient des mecs, ils tuaient des gens, et ils rentraient chez eux tranquillement. Et ça, ils en sont revenus, les Américains, parce que ça déshumanisait complètement le fait que ils délivraient la mort quand même à la fin. Et donc depuis leur salon, hein, parce qu'après avec le Covid, ça se trouve c'était en remote et depuis. Alors non, heureusement non. Mais si tu veux, en fait, ils se sont rendus compte que ça posait des vrais problèmes sur psychologiquement les mecs qui faisaient ça. Et donc du coup, maintenant tous les pilotes de drones américains, même ils sont embed sur la base avancée dans le pays pour qu'ils se sentent quand même dans une situation impliquée quand ils délivrent la puissance létale. Ils sont pas de chez eux tranquillement aux États-Unis, ils se sentent quand même dans un pays en guerre. Et donc après exactement, et le choix de la France aussi. Non, mais ce qu'on se rend compte, c'est que cette technologie, en fait, elle nous rend de moins en moins humains. C'est ça qui est intéressant. Et que est-ce que ça va pas nous rendre de plus en plus insensibles finalement à la violence, ça, Alexandre? Pour être honnête, là, l'image que tu viens de montrer avec un drone First Personal View, FPV, où tu peux imaginer en fait l'opérateur qui porte une charge létale et qui va rentrer dans une fenêtre, qui va taper une voiture et qui va faire ça à répétition toute la journée. On a aujourd'hui le retour d'expérience, c'est effectivement traumatisant de voir les derniers instants de son ennemi les yeux dans les yeux, c'est traumatisant pour les opérateurs sur le terrain, et donc il y a des séquelles qui ont été identifiées, bien évidemment, comme le disait François, mais qui désormais, en fait, on est presque dans le snuff movie, mais nous aussi, en fait, finalement, parce qu'aujourd'hui, tu ouvres ton fil X où tu regardes des vidéos sur TikTok, tu peux avoir, en fait, ces mêmes vidéos. Même nous, le public, c'est ça, quoi. C'est que quand je parle d'insensibilisation à la violence, on l'a bien vu au début, la première année du conflit en Ukraine, on était abreuvés, on avait l'impression d'être sur le théâtre des opérations et de regarder un mauvais film d'Hollywood, quoi. C'est ça, quoi. Et donc ça rejoint ce concept que beaucoup évoquent de transparence en fait du champ de bataille. Aujourd'hui, il y a tellement de capteurs, il y a tellement de moyens de capter l'information que désormais le champ de bataille il est transparent. Et comment lutter contre cette insensibilisation finalement qu'on va avoir et aussi lutter contre l'accès à ces informations-là. Alors c'est des sources de renseignements, c'est des sources. Il y a des gens qui arrivent à avoir un compte détaillé du nombre de pertes de véhicules. Il y a des channels sur YouTube qui font le compte et qui font des analyses stratégiques militaires en temps réel pratiquement toutes les semaines et qui ont des millions de viewers. C'est assez hallucinant. Là aussi, peut-être que on peut se poser des questions. C'est vrai que toute cette information aujourd'hui, elle fuite, quoi, et des soldats eux-mêmes, et elle est utilisée comme presque un moyen de divertissement des gens qui eux sont à des milliers de kilomètres, qui font pas partie de cette guerre et qui, je suis sûr, quand je vois le nombre d'abonnés à ces channels-là,
ouais, c'est comme regarder Netflix pour eux, quoi. C'est ça. Mais ça a été un peu la même chose avec le cyber, parce qu'en fait, au moment du début de la guerre, pareil, Fedorov dit, mais il faut que je monte une IT Army, il a lancé en fait il a lancé un appel. Et là se pose aussi cette question finalement du statut, c'est-à-dire il a dit, mais toutes les énergies sont les bienvenues pour attaquer, nous défendre, et puis aussi attaquer, défigurer les sites internet de l'autre. Et se pose la question finalement qu'évoquait François tout à l'heure. Mais si je suis aux États-Unis et que finalement je contribue à un conflit, quel est mon statut ? Qu'est-ce que ça veut dire la journée j'étudie et le soir je fais un acte de guerre? Comment je reviens dans le monde normal? Et finalement, cette prolifération des technologies et des moyens pour créer des effets sur le théâtre, qu'ils soient kinétiques ou non kinétiques, cognitifs ou dans la chair concrète, comment après on arrive à gérer cette frontière-là? Le conflit en Ukraine brouille beaucoup de pistes finalement entre qu'est-ce qui est souverain, qu'est-ce qui vient du monde civil, qui est soldat et qui est une sentinelle, une vigie, qui fait du renseignement et qui contribue, qui est public, qui est privé. Ces frontières-là, elles sont en train d'être complètement ébranlées. Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser collectivement en mettant des garde-fous et pour garder ce que l'État doit garder, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir assurer la sécurité et mettre en œuvre des moyens de pouvoir protéger ses citoyens. Justement, la guerre, elle ne se joue pas simplement sur le terrain. Aujourd'hui, un conflit peut démarrer sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Hein. C'est ce qu'on appelle la cyberwar. Ça peut être des coupures de réseau, paralyser des infrastructures critiques, ou voire même manipuler l'opinion publique. Peut-être que d'ailleurs il y a de ça. Quand l'Ukraine a publié toutes ces vidéos au début du conflit, et elle continue encore, c'est aussi une façon de maintenir l'attention du public sur ce conflit et de manipuler aussi l'opinion. François, la guerre cyber, c'est aussi devenu une arme de destruction massive, mais silencieuse, presque invisible. Ouais, bah aujourd'hui, si tu veux, et l'Ukraine est aussi un bon exemple. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est un peu les caricatures de ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est un mix entre des opérations militaires conventionnelles, et comme on le disait, il y a des avions de chasse, il y a des chars, il y a de l'artillerie, il y a des soldats qui se battent dans des tranchées. Mais à côté de ça, t'as des cyberattaques quotidiennes, t'as de la guerre électronique, t'as de la désinformation et de la manipulation médiatique des deux côtés. T'as des pressions économiques et diplomatiques qui s'accumulent à ça. T'as des sabotages, t'as des attaques qui s'attaquent directement aux infrastructures civiles pour démoraliser les civils. Quand t'es en plein hiver en Ukraine et qu'on attaque ta centrale électrique, t'as plus de chauffage, bah tu vas peut-être mettre la pression sur tout gouvernement en disant bon allez on arrête la guerre, moi j'ai froid. Tu utilises des groupes armés non étatiques où tu sais très bien que c'est des mecs qui te veulent du mal, mais comme ils ont pas de patch, ils ont pas d'uniforme conventionnel, et du coup tout ça te crée une confusion. Qui sont à des milliers de kilomètres aussi, comme le disait Alexandre. Exactement. Ça se trouve, ça peut être des gens aux États-Unis qui ont envie de participer au conflit et qui vont hacker des sites russes. T'as même aujourd'hui dans cette hybridité, c'est-à-dire que tu as des États qui sont capables de faire de la sous-traitance, qui veulent, pour ne pas se faire marquer et pas en gros se faire gauler, de dire que c'est eux qui sont derrière l'attaque, ils sous-traitent à des groupes criminels des attaques cyber contre certaines infrastructures en disant bah regardez c'est pas nous, c'est tel groupe cyber. Et en fait la désignation de l'ennemi dans le cadre de la guerre hybride, elle est de plus en plus compliquée et du coup elle crée une confusion qui paralyse les capacités de compréhension et de riposte de l'adversaire. Et ça, bah si tu veux, l'être humain il aime pas l'incertitude. Et la guerre hybride, elle te sort de ta zone de confort cognitive et intellectuelle, qui est très déstabilisant. Et pour lutter contre ça, bah c'est très compliqué parce que est-ce que tu réponds par de la technologie, est-ce que tu réponds par du discours, et ça c'est aujourd'hui l'Ukraine, on n'a pas encore exactement ce qu'on appelle le retour d'expérience, de savoir la riposte. On s'adapte pour l'instant, mais la cyber est en effet une partie de cette hybridité qui aujourd'hui est très très importante et parfois va faire de l'ouverture de conflits avant même qu'il y ait une première personne sur le territoire. T'as déjà eu des attaques cyber pour déstabiliser. Ça commence toujours par une attaque cyber généralement, c'est ça? Toujours, je sais pas, mais en tout cas le retour d'expérience qu'on a de beaucoup de conflits sur les 10 dernières années, c'est que t'as souvent une attaque cyber qui va s'attaquer soit de l'infrastructure critique ou soit de la désinformation pour déstabiliser. Et je te prends des exemples, hein. Il y a même pas besoin forcément d'être en guerre. Quand aujourd'hui tu veux déstabiliser la France, on a des preuves aujourd'hui que il y a en tout cas des preuves, des fortes suspicions que la Russie a été derrière toute la psychose qu'il y a eu en France sur les punaises de lit, où les gens ont été terrorisés d'aller au cinéma pendant des mois, sur les tags antisémites,
où c'était des gens qui étaient payés par les services de renseignement russes pour créer une ambiance d'antisémitisme. Un désordre. Exactement. Et plus récemment, je sais pas si tu as suivi, Carlos, mais il y a une rumeur comme quoi Emmanuel Macron, en pleine discussion là sur les retraites récemment, est allé chez un concessionnaire Aston Martin pour s'acheter la voiture de James Bond. Et tu vois, l'idée c'est de nuire la crédibilité. Plus c'est gros, plus ça marche. Ouais, c'est ça, quoi. Mais du coup, tu crées le doute. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est assez flippant, un terme qui commence à arriver, et d'ailleurs qui est repris même par Palmer Luckert, hein, en disant, le sujet c'est plus la vérité, c'est quelle histoire on raconte. Et on arrive dans une ère de ce que c'est un terme qui fait flipper, hein, de la vérité alternative, où aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est de créer le doute chez la personne d'en face. Et ça, dans la guerre, aujourd'hui, tu le sens que dès que tu arrives à faire douter ton ennemi, bah t'as déjà gagné une partie du terrain. Attaquer la perception de la réalité, c'est ça, quoi. Exactement. Mais ça, ouais, je pense que c'est important, cette guerre des cerveaux, cette guerre cognitive, cette guerre de perception, et tout l'enjeu, il est autour de la force morale d'une nation et comment gagner la guerre avant la guerre. Il y a une guerre des réseaux quand même qui est derrière, c'est-à-dire que effectivement, depuis l'attaque russe sur l'Estonie, on voit bien qu'on peut déstabiliser un pays en faisant tomber ses infrastructures. Ce que nous apprend le conflit ukrainien, c'est quoi? C'est qu'effectivement, la guerre commence avant, elle a commencé pour eux il y a 10 ans en fait, hein, les premières attaques, NotPetya, les premiers virus, les ransomware, ils ont commencé il y a 10 ans quand la Russie a voulu déstabiliser l'Ukraine. Ça n'a pas commencé il y a 3 ans avec des blindés, comme le disait François. De deux, ce qu'on arrive à voir aussi, c'est que tous ces acteurs finalement de la tech, ils sont venus en Ukraine, comme ils sont en première ligne. Ouais. Mais oui, parce que en fait, tout ton patrimoine informationnel, quand tu es un État, tu vas essayer de le mettre à un autre endroit pour pouvoir assurer l'identité de tes citoyens, les pensions, etc. Parce que si l'État devient un État failli et que ces réseaux ne fonctionnent pas, eh bien, tu as déjà perdu la guerre. Et donc, on a bien vu que ces acteurs-là étaient présents pour offrir des capacités de stockage. C'est aussi des acteurs privés, finalement, qui identifient les menaces, qui proposent des patchs. Et là aussi, tu vois comment le privé, Microsoft, publie l'état de la menace, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, etc. C'est des acteurs privés. Ils ont été en première ligne et ils ont été dans cette logique, tu sais, de pro bono. C'est-à-dire qu'on vient aider de façon pro bono les Ukrainiens à résister, mais se pose la question, du coup, de comment assurer la sécurité des réseaux. Et le cyber Pearl Harbor n'a pas eu lieu. Par contre, on a compris qu'il y avait une prime à la défense, il fallait investir pour se défendre et que faire des armes pour attaquer, ça demandait beaucoup d'argent et un gros investissement. Alors justement, parlons d'investissement. La défense tech, c'est un marché qui est en plein boom. François, tu es au cœur de ce marché-là. Bon, la guerre, ça a toujours été un business, mais là, il était pour l'instant contrôlé par les États. Aujourd'hui, on l'a dit, la dynamique, elle change. Ça devient un marché qui est privé, où les startups et les investisseurs se battent pour avoir une part du gâteau. Là, je montre le nombre d'investissements en venture capital, et c'est nouveau parce que tu disais avant c'était un peu un sujet. Bon, on va pas donner le nom, mais tu me disais que tu parlais il y a pas longtemps avec un gros investisseur en France qui il y a encore quelques temps ne considérait pas le secteur de la défense comme un secteur intéressant pour investir, et qui, bah là, change un petit peu son discours, c'est ça? Ouais, si tu veux, moi, je me souviens à l'époque où je commençais à travailler sur ce sujet-là, c'était en 2019, où à l'époque j'étais le directeur de l'innovation du J4, qui est en gros le lobby de l'armement français, et je me souviens, j'avais poussé et je commençais à me battre pour dire il faudrait créer un fonds souverain sur la défense, il faudrait investir des investisseurs privés parce que encore une fois, pas parce que je suis intelligent, mais je voyais la tendance qu'il y avait aux États-Unis où de plus en plus d'investisseurs, de private equity, de VC se disaient on investit dans les boîtes de défense parce que c'est une tendance lourde et il y a de l'argent à se faire. Encore une fois, ces gens-là ils sont pas philanthropes. Et donc du coup par ta remarque, moi encore il y a quelques jours, j'étais avec un des gros patrons d'un gros fonds d'investissement français qui m'expliquait que investir dans la défense c'est génial, qu'il faut y aller, que c'est super, c'est plein d'opportunités. Cette même personne, il y a 3 ans, quand je lui avais parlé, il osait à peine m'adresser la parole parce que j'étais quelqu'un qui traînait dans le monde de la défense. Il disait mais monsieur, laissez-moi tranquille, on est entre gens sérieux ici, la défense. On est à bicyclette, on bouffe du quinoa, vous nous faites chier avec vos drones.
C'est même pas ce côté-là. C'était juste que, si tu veux, il y avait pas une prise de conscience qu'il faut se dire, la défense, c'est un sujet, c'est-à-dire, au-delà du côté financier, ils avaient, et là, c'est toi qui utilises le terme, c'est que, c'est pas forcément du visionnaire, c'est assez mouton. Ouais, moi je les appelle des moutons visionnaires. Voilà, je te laisse le terme d'utiliser. Non, y a pas de problème. Ils le savent. Hein. Et ils nous écoutent d'ailleurs. Et à côté salue de ça, tous les moutons visionnaires. Moi là, ce qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir peur, c'est-à-dire que tu dois avoir une discussion de Zelensky qui se fait maltraiter dans un bureau à la Maison Blanche pour que du jour au lendemain, on part à 180 degrés, on se dit ouais, la défense c'est génial, faut investir. Sauf que là, du coup, on va le faire dans l'urgence, on va le faire à l'arrache. Et on va peut-être pas forcément le faire bien là où on aurait pu l'anticiper. Et encore une fois, l'idée c'est oui, c'est un secteur très particulier dans l'investir avec des avantages et des contraintes. Mais moi, c'est un discours que je tiens depuis des années. Investir dans la défense, c'est quasiment une valeur refuge. Malheureusement, parce que l'instabilité du monde, la crise, elle sera toujours là. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les gens qui avaient investi dans des boîtes de défense, qu'elles soient européennes ou américaines, ils avaient fait, il y a 10 ans, ils auraient fait des plus-values au moins celles qu'ils avaient s'y investi dans Netflix, dans Apple, etc. Donc, t'as vraiment une logique où aujourd'hui, l'investissement dans la défense, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis parce que culturellement, et comme on l'a vu depuis tout à l'heure, le monde de la tech a toujours été plus ou moins étroitement lié avec le monde de la défense et il y a des vrais liens. En France, en tout cas en Europe, c'était assez cloisonné. Le monde de la finance était dans sa ligne d'eau. Le monde de l'industrie de défense était dans sa ligne d'eau. Et là, d'un seul coup, parce qu'il y a une crise majeure en Europe où on a peur, on se dit, finalement, il faut se parler. Donc, il y a des opportunités, en effet, sur lesquelles il faut investir, et notamment, c'est assez drôle parce que, ok, tu peux investir. Moi, le combat que je menais là depuis quelque temps, que je mène toujours, c'est flécher une partie de l'épargne des Français là-dessus, de l'assurance vie, des ETF. Là, tu vas t'attirer les foudres de. Faisons un sondage des Français. Je suis sûr que, sincèrement, tu dis aux Français, est-ce que une partie c'est pas les Français qui vont t'attirer les foudres. Hein. Là, c'est tous les autres. Hein. C'est tous les intellos, les machins, les syndicats et tout ça là, qui vont te tomber dessus. Quoi. Ça, c'est sûr. Non, mais est-ce qu'il y a une vraie question sur le modèle du capital risque parce que c'est souvent des fonds qui ont des durées de vie de 10 ans. Et est-ce que la défense tech, elle est compatible avec le modèle qu'on connaît du capital risque actuel, je sais pas, mais il y a peut-être aussi il va falloir créer des nouveaux types de fonds peut-être pour investir là-dedans. Historiquement, si tu veux, ça a toujours été, et je comprends que ça a été compliqué, mais aujourd'hui, quand tu vois le rythme d'Anduril qui lève tous les 18 mois, c'est tout à fait un rythme qui permet à un investisseur, on va dire, normal. De faire du secondaire, tu veux dire. Et tu peux faire des exits tous les 18 ou 24 mois, donc ça choque personne aujourd'hui. C'est quoi les secteurs aujourd'hui qui explosent particulièrement dans cette défense tech? C'est l'IA, c'est le software, la cyber, un peu la robotique, les drones. Si tu veux, c'est des secteurs qu'on voit depuis quelques années, que Alexandre connaît très bien. Les satellitaires aussi, où on a de plus en plus logique maintenant la nouvelle space tech, qui est liée évidemment un peu à des sujets de défense. Donc, en gros, t'as du logiciel. Historiquement, c'est beaucoup plus du logiciel qui prend la traîne parce que les investisseurs investissent plutôt là-dedans dans une logique d'ARR et de ROI plus rapidement. Ça fait du revenu. Exactement. Mais maintenant, on voit, et Anduril montre l'exemple, on voit que même des boîtes qui font du hardware et du vrai hardware, il y a des opportunités d'investissement intéressantes. Justement, dans la robotique, je voudrais montrer là, Alexandre, tu connais bien ce secteur-là. Il y a des boîtes comme ici aux États-Unis, comme Boston Dynamics ou Ghost Robotics. C'est assez impressionnant. Je montre les images si vous nous regardez sur YouTube. On se dit c'est ça le soldat du futur parce que leur agilité et leur capacité à évoluer sur le terrain, elle s'améliore de jour en jour. C'est assez impressionnant. Je pense qu'on est pareil dans cette histoire de narratif et de vision d'une guerre qui serait faite uniquement par des drones. À notre place, quoi. Et par des robots qui remplaceraient les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Je pense que ça fait partie d'une vision que nous vend cette DevTech, qui quand même, on dit, c'est vrai qu'aux États-Unis il y a beaucoup d'argent qui sont investis, c'est arrivé quand même petit à petit. Il y a eu des coups de boutoir. On n'est pas arrivé du jour au lendemain à ce que YC puisse investir et ouvrir à Ares Industries qui fait des missiles. Il y a eu avant des mouvements qui ont été faits avec American Dynamics, avec 8VC. Ça a été un mouvement long et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde perçoit la valeur. Mais même chez eux, ça n'a pas été facile et ça part aussi d'une idéologie. Et désormais, on voit bien que le robot,
il prend aussi une part des fantasmes finalement qu'on a pour se projeter dans le théâtre d'opération. Alors aujourd'hui, le robot, c'est une mule qui va parfois porter en fait des charges qui sont un peu lourdes, mais c'est pas encore le robot qui avance tout seul. On a prend des décisions seul. Oui. Non, mais on a pu voir en fait des robots déployés par les Russes à l'attaquer au moment du conflit en Syrie, où il y a eu une combinaison, un bundle où on envoie d'abord des machines et puis après on l'accompagne avec des humains pour limiter les pertes. Il y a des tests qui sont faits. Ils sont en train d'armer des drones avec des mitraillettes. Ils sont en train d'armer ces petits quadrupèdes aussi avec des lance-flammes et ce genre d'objets. Donc forcément, on va y arriver, mais c'est pas encore le grand soir de la disruption. Et malheureusement, il y aura des chocs de coques et de métaux et de robots, mais il y aura encore des chocs de chair et d'os qui seront sur le terrain. Et tout ne sera pas remplacé par de la rouille. On comprend alors le discours de Macron, de ce discours un petit peu va-t-en-guerre de Macron, derrière ce discours-là très moralisateur en disant on peut pas lâcher nos Ukrainiens, il y a quand même une réalité économique où on sent que la France a peut-être une carte à jouer et que sur le plan économique, cette guerre et cette transformation, elle permet de resserrer les rangs des acteurs européens autour de la France, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps que Macron appelle ça de ses vœux, mais que il n'y arrivait pas. Hein. Les Allemands ont fait résistance pendant très longtemps. Mais derrière cette idéologie, il y a quand même des intérêts économiques certains pour la France. Hein. Ouais, je pense qu'on peut le voir de façon opportuniste, mais je pense que il y a quand même la volonté de maîtriser son destin. Et il faudrait pas que nos partenaires et nos alliés, quand la France dit autonomie stratégique, ils comprennent intérêt de l'économie française. Alors oui, il y a sans doute des intérêts, mais aujourd'hui, là, on parle quand même de la maîtrise de son destin et d'arrêter de penser que notre sécurité, elle se décide soit à Washington, soit à Moscou. On est une puissance économique, on est une puissance démographique. Il faut qu'on assume aussi d'être une puissance de défense militaire. Et ça nécessite des investissements, une prise de conscience. Et je crois que on est sur ce chemin. Alors, est-ce que la France l'avait compris depuis plus longtemps? Certains invoquent De Gaulle. Bon, on invoque De Gaulle pour tout, hein, même pour la blanquette et le bœuf bourguignon. Hein. On a l'impression que chaque fois qu'il y a un problème, on en appelle à De Gaulle. Qu'est-ce que De Gaulle ferait, quoi? T'as tout à fait raison, mais est-ce que la France a eu raison avant? Est-ce qu'elle l'a perçu? Est-ce que c'était une nécessité? Peu importe. Toujours est-il qu'on est à un moment crucial pour l'Europe et qu'elle doit unir toutes ses forces, qu'elles soient des forces civiles, qu'elles soient celles de la DefTech, qu'elles soient celles d'une chaîne d'approvisionnement qui est aussi fragile, hein, qui va faire des composants électroniques, qui va faire des boosters, etc., ou des grands groupes industriels. Il faut que tout le monde comprenne que c'est de l'intérêt de tout le monde de s'hybrider, puisque tu évoquais le terme, François, et d'essayer de faire des bundles, puisque tu évoquais aussi cette idée-là, où bien on vient tirer le meilleur des deux mondes. On n'a pas le luxe de pouvoir s'offrir une disruption et de ne penser que intérêt français. Il faut que tout le monde, et la coopération, c'est pas évident, la coopération en Europe, mais aussi avec nos alliés en dehors de l'Europe, parce que l'industrie de l'armement, c'est aussi créer des liens avec des pays dans le Golfe, avec des pays en Asie, et ça, c'est des liens aussi durables où on associe avec des pays qui on dit que les États-Unis sont devenus un pays fasciste. Hein, des fois quand j'écoute France 5, en fait, on a l'impression de ça. Mais nos alliances, et dont tu parles, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, avec l'Inde, c'est quand même pas des modèles de démocratie. Et on voit aussi leur intérêt à eux, et on a l'impression que ces gens-là, ils participent de plus en plus à notre effort de guerre, avec aussi certainement des exigences. Hein, mais là aussi, il y a un narratif. T'as l'impression que ça pose moins problème. Non, mais il y a un narratif aussi, Carlos. Tu vois, c'est que on dit oui, nos amis, mais on n'a pas d'amis. Un État n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts qui, à un moment, sont plus ou moins divergents, plus ou moins alignés. Et tu vois, je te prends un exemple et je prends toujours donc qui me fait rire, c'est qu'à l'époque où donc je travaillais dans l'industrie de défense. On était en plein dans, allez, je vais utiliser le mot un peu dur, l'idéologie du couple franco-allemand. Et du coup, c'était de dire oui, le couple franco-allemand va faire ça. Et nous, on nous mettait la pression politiquement pour que nous, industriels français, on fasse absolument des trucs avec les Allemands, même si on voyait que c'était pas dans notre intérêt, parce que il y avait une volonté politique de se dire mais si, c'est nos amis, c'est nos amis. Et je me souviens toujours, j'avais une de mes stagiaires qui était allemande, et elle me disait mais un truc je comprends pas, François, c'est pourquoi vous parlez du couple franco-allemand
Nous, en Allemagne, on n'utilise jamais ce terme. Et elle me dit, un truc qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que nous, on n'est pas en couple avec vous, on est en union libre. Et si tu veux, ma stagiaire de 20 ans, elle avait mieux analysé ce qui se passait, tu vois, dans les relations franco-allemandes que tout le discours qu'on avait. Et voilà, c'est vrai, c'est que aujourd'hui, on fait François, c'est pas facile. Ah, mais c'est pas facile. Tous les jours. On est d'accord. Ça se fait toujours sous la contrainte. Mais ça te fait la contrainte, mais il faut qu'il y ait aussi un peu de désir. Exactement. Et c'est pas évident de pouvoir accepter d'avoir des dépendances croisées. Exactement. Pour être honnête, parce qu'on préfère se dire qu'on maîtrise tout chez soi, du sol au plafond, et d'accepter de croiser nos dépendances et d'accepter que une partie de notre destin, on le mette avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident, mais c'est un combat, et c'est pas parce que c'est pas évident qu'il faut pas essayer de le faire. Et puis de manière plus pragmatique, c'est que on n'a plus les moyens de faire tout seul, donc on est obligé de toute façon à un moment de le faire en coopération. Sur le plan géopolitique, on voit bien quand même qu'il y a deux blocs, et on l'a vu dans les budgets tout à l'heure. Hein, le premier budget, c'est les États-Unis, et tout de suite derrière, le deuxième, c'est la Chine. On sent que il y a ces deux blocs qui jouent une guerre. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de nouvelles guerres froides entre les États-Unis et la Chine sur ce sujet de la défense tech, François? Oui, aujourd'hui, l'ennemi et les Américains, et encore une fois, c'est pas Trump qui l'a inventé, ça, hein, c'est l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Et là, aujourd'hui, la caricature, c'est la position que prend Trump en disant arrêtez d'emmerder les Russes, maintenant on veut être bien avec eux parce que notre ennemi, c'est la Chine. Parce que c'est la logique du triangle, en fait. Trump veut être le sommet du triangle. Il y a une relation entre les États-Unis, la Russie, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et les États-Unis veulent avoir des meilleures relations avec chacun des deux parties pour être la pointe du triangle. Et je pense qu'effectivement, il a amélioré les relations avec la Russie parce que il sait aussi que la Russie, elle est de plus en plus inquiète du développement de la Chine et que peut-être là, il y avait une opportunité à jouer sur le plan diplomatique. Après, on verra demain si la Chine envahit Taïwan. Est-ce que les Américains bougeront? Tu vois, ce serait un signal qui serait intéressant. Est-ce que, encore une fois, dans cette logique isolationniste qu'a un Trump aujourd'hui, est-ce que vraiment il va envoyer des troops on the ground pour aller bon, ça on verra, on espère ne pas le voir d'ailleurs. Mais oui, aujourd'hui la bataille aussi bien sur stratégiquement, elle est comme ça, et même technologiquement, où les budgets de la défense, les deux plus gros budgets de la défense qui existent au monde sont les Américains et les Chinois, qui investissent massivement dans son infrastructure de défense, dans des proportions qui sont assez ahurissantes. Et puis c'est aussi l'avantage, je mets des guillemets en disant avantage d'une dictature, on va dire, comme il peut y avoir en Chine. En tout cas, il y a qu'un seul décideur. Là, tu vois, là c'est facile. C'est que tu as une capacité à te projeter où tous les 2 ans t'es pas soumis à des midterms, tous les 4 ans t'es pas soumis à des présidentielles. Là, au moins t'as une visibilité. Tu sais que tu te dis quand tu veux décider que dans 30 ans, mon outil militaire, j'investis dans le quantique, j'investis dans l'IA. Et t'as une capacité à mobiliser, à recruter humainement, à mobiliser des fonds et à mettre en œuvre un outil industriel qui te permet de projeter ça sur 30 ans. Ce qu'une démocratie, c'est beaucoup plus compliqué de faire pour plein de raisons budgétaires, politiques, etc. Et heureusement que c'est plus compliqué une démocratie et que on n'est pas en train de se dire que y a que un rêve d'autoritarisme qui nous permettra de pouvoir affirmer une puissance. C'est par le débat, c'est par la transparence, c'est par la communication qu'on fera aussi adhérer autour de ces sujets-là, qui ont été pendant trop longtemps des sujets qu'on a gardés entre soi finalement. Il faut que ça soit des sujets débattus, et merci de l'occasion que tu nous offres de pouvoir en parler aujourd'hui. Ça doit être des sujets dont tout le monde doit se préoccuper, et il faut que ces sujets de société, parce qu'ils font société, ils soient débattus. Si on reprend ce modèle-là avec la Chine, on voit bien que Chine, États-Unis et Russie, il y a un sujet, c'est la masse, c'est d'être capable de produire beaucoup. Et même si on dit que la tech c'est important, c'est que ça reste quand même de la production de sous-marins, de porte-avions, d'avions pour frapper. Mais dans le même temps, c'est d'investir sur la tech, avec deux modèles qui sont quand même très différents. Que ça soit aux États-Unis, qui sont un modèle d'abondance avec des gros data centers, avec un accès aux chips qui est super important, avec du coup quelque chose d'élégant sur l'algorithmie, et en Chine, du coup ils sont partis sur du calcul distribué dans des environnements plus contraints parce qu'ils n'avaient pas accès à la ressource. Chipset, et on voit donc deux modèles s'opposer. Mais tu parlais de guerre froide. Moi je sais même pas si elle est encore froide cette guerre, parce que elle devient de plus en plus chaude. Et
aujourd'hui, Trump dit il faut qu'on fasse un Iron Dome et on recommence cet enjeu autour de la guerre de l'espace finalement qui avait fait tomber les soviétiques dans cette course à l'échalote autour du budget. Et donc on reprend cette vieille rengaine. Malheureusement, la défense et les budgets consacrés à la sécurité resteront des moyens aussi de faire alliance et de déstabiliser l'autre. On est, et on peut le regretter, dans cette course-là. Il faut qu'on joue notre carte et notre partition, nous, Européens. Alors, on arrive au terme de cette émission. J'ai envie de vous reposer la question que je posais au début de cette émission. Est-ce que tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, toute cette technologie qui va nous rendre plus puissants, en tout cas plus efficaces, est-ce que est-ce que vous pensez que ça va créer un monde plus instable ou au contraire, comme le nucléaire l'a été quelque part, ça a figé les conflits et la dissuasion, etc. Est-ce qu'on va vers plus de conflits ou est-ce qu'on va avoir moins de conflits, François? Mais comme toute révolution technologique, ça reste un outil. C'est quelle vision du monde on veut y donner, c'est quelle impulsion, c'est quelle communauté de destin on veut créer. Encore une fois, sans faire le bisounours parce que j'en suis pas un, mais la technologie reste un outil qui est à disposition du décideur, des gens qui veulent l'utiliser ou pas pour créer. Tu prends l'exemple du nucléaire. Quand on voit le nucléaire, ce que ça peut faire, et ça peut avoir un pouvoir destructeur incroyable, et on l'a vu malheureusement par le passé, mais en même temps, ça peut te créer une capacité, c'est plein de bénéfices environnementaux sur certains aspects, tu peux en faire n'importe quoi comme tel outil. Donc là, malheureusement, on le voit sur les quelques dernières années, que l'instabilité du monde, elle est factuelle. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, les crises se multiplient. Là où avant, les crises s'enchaînaient, maintenant, on se rajoute des couches où on a vécu ça il y a quelques mois. Il y avait l'Ukraine, en même temps, il y avait le Moyen-Orient, en même temps, on savait plus où donner de la tête. Donc, encore une fois, cette technologie-là, elle peut avoir des côtés très vertueux, et je pense que tous, on est alignés pour dire, il faut le rendre le côté vertueux. Et oui, à côté de ça, cette technologie, elle peut avoir des pouvoirs destructeurs, et c'est comment on la canalise. Et là où je rejoins Alexandre, c'est que oui, les acteurs de la tech, les acteurs privés ont leur partition à jouer, mais il faut surtout pas leur laisser la main. L'État, le politique doit rester au pilotage de ces politiques publiques, parce que la défense, ça reste une politique publique. Certes, il y a de l'économie, certes, il y a du business, certes, il y a de la technologie, mais c'est une volonté politique d'un État d'affirmer sa puissance, et il faut garder ce destin commun, et encore une fois, pour avoir servir les intérêts publics plus que les intérêts privés dans cette course-là. Bien sûr. Alexandre, mot de la fin. Je suis pas d'accord avec François parce que je pense que la techno, en fait, c'est pas juste un outil. La techno, elle porte en elle-même, c'est un dispositif au sens de Foucault. Elle porte en elle-même, en fait, une vision du monde et une façon d'agir avec elle, et elle conditionne finalement nos comportements. Et elle est en train aujourd'hui, de changer la façon dont on perçoit l'acte de guerre. Par un nivellement, par une prolifération, par une facilité, par un accès à l'information. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous vigilants collectivement. Tu as utilisé du coup ces différents layers, niveaux entre le tactique, l'opératif et le stratégique. Et il faut donc que tout à chacun, c'est-à-dire nous, individuellement, citoyens, on soit conscients de l'utilisation de ces technologies et qu'est-ce que ça induit par nos comportements individuels. Il faut que, en tant que groupe, au niveau opératif, on le comprenne aussi, que stratégiquement, politiquement, il y ait une maîtrise. Plus que jamais, l'État doit être stratège, et plus que jamais, on doit tous être conscients des risques et des opportunités, parce que pour moi, ces nouvelles technos, c'est un pharmacon, c'est-à-dire que à petite dose, ça peut être bénéfique, ça peut soigner, peut-être que ça peut du coup éviter des effets collatéraux, peut-être que ça peut éviter des choses nocives, mais qu'à grande dose, ça peut nous empoisonner et ça peut aller vers une déshumanisation. Il faut qu'on soit tous et toutes très vigilants, et il faut du coup des contrôles démocratiques et une responsabilité des acteurs politiques. J'ai cru que tu parlais là j'ai cru que tu parlais d'Elon Musk et de la kétamine, quoi, en fait, entre le microdosing et qui déshumanise, quoi, en fait, quand tout d'un coup on prend trop de kétamine. C'est peut-être. Je sais pas à quoi tu fais allusion, mais effectivement, il faut aussi maîtriser. Ouais, on voit que la grosse dose, ça peut être problématique, effectivement. Il faut dormir la nuit. Dormir la nuit. Bon, les gars, on plaisante, mais c'était un sujet important, mais en même temps, tout l'enjeu de Silicon Carnet, c'est de parler des choses de façon décontractée, sans bullshit, et d'essayer de les rendre accessibles.
C'est une super émission. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. Merci beaucoup d'être venu dans Silicon Carnet. Quand j'aurai besoin d'experts dans le domaine, j'hésiterai pas à vous ressolliciter. Alexandre et François, c'était top de vous avoir. N'hésitez pas, comme je le disais au début, à faire vos commentaires sur YouTube. On lit toutes vos remarques et on essaie de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, je vous le dis, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est absolument génial. By the way, ça y est, j'ai mon propre studio à San Francisco. Là, j'enregistre, je suis dans ma chambre pratiquement, même si j'ai fait quelques efforts d'investissement. Mais maintenant, j'ai un studio downtown San Francisco. Donc, je vous le montre. J'ai les premières photos et donc je vais pouvoir faire des interviews et parler avec des gens ici dans la Silicon Valley et peut-être pas que des Français d'ailleurs. Donc continuez à écouter Silicon Carnet. Allez, hasta luego amigos, bye bye.